Pourquoi admire-t-on tant l'esprit entrepreneurial ? Pourquoi est-ce qu'être entrepreneur est présenté non seulement comme un objectif, mais aussi et surtout une manière de penser et d'être qui nous donnerait plus de valeur ? Serait-ce simplement parce qu'il serait meilleur d'être plus audacieux, preneur de risques et individualiste ? Pour commencer à répondre à ces questions, il faudrait d'abord noter que l'esprit entrepreneurial est bien plus que cela. C'est une éthique sociale, une idéologie du travail, un dispositif moral et politique destiné à structurer les comportements individuels dans un capitalisme de plus en plus instable. Comme le montre Eric Becker dans Make Your Own Job, cet esprit s'est construit non pas pour libérer les individus, mais pour leur faire porter le poids des crises structurelles du capitalisme. Dit comme ça, l'accusation paraît lourde, et surtout pourrait être interprétée comme une opposition à l'idée de monter sa propre entreprise. Ce n'est pas du tout le cas. Ce que l'on critique ici, c'est le discours autour de l'entrepreneuriat et les structures qui l'accompagnent, qui cachent les inégalités réelles entre entrepreneurs, entre guillemets, non pas seulement en ce qui concerne le niveau de vie, mais aussi les pratiques et les marchés auxquels ils ont accès. Ce n'est aussi et surtout pas une critique de l'esprit de ceux qui créent des entreprises, mais de notre manière d'aborder le travail en général aujourd'hui, qu'il soit ou non salarié. Bonjour, je suis Bad Socio. Bienvenue dans Les Tutos, un podcast sur le monde qu'a créé le capitalisme racial et comment en changer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit ou l'éthique entrepreneuriale, cette approche du travail et de nous-mêmes qui met en avant la figure du self-made man, mais en l'articulant à la question de la race, pour essayer de comprendre pourquoi elle prend une place si importante dans les communautés racisées. Au tournant du XXe siècle, alors que les grandes vagues d'industrialisation s'essoufflent, les États-Unis font face à une transformation profonde du monde du travail. Le salariat n'offre plus les mêmes garanties qu'avant. Les syndicats sont affaiblis, les filets de protection sociale sont minimes, les travailleurs font face à une précarité croissante. Face à cette crise, que le capitalisme ne peut solutionner car il en est la cause, et surtout face au risque qu'une réponse collective à cette fragilisation apparaisse, les élites économiques et culturelles vont promouvoir une nouvelle figure, celle de l'entrepreneur de soi, du travailleur autonome, de l'individu responsable de son propre sort. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle est le produit de plusieurs décennies de recomposition culturelle, au sein desquelles se croisent discours religieux, managériaux et psychologiques. Comme le retrace Becker, l'un des vecteurs les plus puissants de cette nouvelle morale du travail est le mouvement du New Thought, un courant spirituel diffusé dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Fondé sur l'idée que la pensée peut modeler la réalité, que l'individu est responsable de ses échecs comme de ses réussites, le New Thought devient rapidement une matrice idéologique du développement personnel. Dans cette optique, la pauvreté n'est plus vue comme un produit de l'injustice sociale ou de l'exploitation économique, mais comme le reflet d'une faiblesse intérieure, manque de foi, d'optimisme, d'énergie. L'individu est sommé de se transformer, de se prendre en main, de croire en lui. Il doit apprendre à cultiver l'initiative, à prendre des risques, à embrasser l'échec comme une étape de son propre perfectionnement. L'entrepreneur devient ainsi une figure morale, un modèle à imiter, un idéal de ce que sera un citoyen dans une société néolibérale. Cette vision se diffuse au fil du XXe siècle à travers les manuels de développement personnel, les séminaires de motivation, les discours patronaux et les politiques publiques. Eric Becker rappelle le rôle déterminant de figures comme Horace Sweat Marden, fondateur de la revue Success en 1897, ou Napoleon Hill, auteur de Think and Grow Rich en 1937. Ces managers intellectuels ont un message clair. Ce n'est pas le système qu'il faut changer, c'est soi-même. Et surtout, il ne faut jamais critiquer ouvertement les hiérarchies existantes, mais au contraire s'adapter,
progresser, gravir les échelons par ses propres moyens. Et puisque les hiérarchies au travail reflètent les hiérarchies sociales, le même comportement est encouragé pour chacune d'entre elles. Les protéger et s'y adapter plutôt que de les changer devient l'impératif pour les personnes qui y sont dominées. L'esprit entrepreneurial, dans ce contexte, devient une technologie de gouvernement des conduites. Il vise à neutraliser les conflits de classe, à désamorcer les revendications collectives, à faire de la précarité une affaire individuelle. Comme le résume Becker, il faut apprendre à aimer son propre épuisement. La souffrance au travail, l'instabilité, les sacrifices sont reconfigurés non pas comme des injustices à dénoncer, mais comme des épreuves purificatrices qui permettront d'accéder à la réussite. Cette transformation est encore renforcée dans les années 1970-1980, époque qui connaît le développement de ce que Eve Chiapello et Luc Boltanski appellent la critique artiste du travail dans leur ouvrage Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Née au sein des mouvements de contestation des années 60, cette critique rejette le caractère déshumanisant du travail fordiste à la chaîne en mettant en avant un besoin d'espace de création, d'autonomie et d'individualité dans le travail. Les managers, à partir des années du tournant néolibéral, retourneront cette critique en lui retirant son aspect revendicatif pour en faire un argument pour promouvoir des manières de travailler plus précaires. Ils utilisent l'argument du manque d'individualité dans les métiers industriels mais stables, où l'on n'est pas responsable de sa propre prise d'initiative au travail, pour en faire un horizon sombre qu'il faudrait rejeter. Ils vont plus loin, en transformant l'aspiration à avoir un métier qui nous passionne en obligation à être passionné par son métier. Cela devient un argument nécessaire pour se démarquer sur un marché du travail où les travailleurs sont de plus en plus mis en concurrence. Avec la montée en puissance du néolibéralisme, l'État se désengage progressivement des secteurs clés du bien-être social. Les garanties collectives s'effondrent, la norme devient celle de la flexibilité permanente. Dans ce nouveau contexte, l'esprit entrepreneurial s'impose comme le mode de subjectivation dominant. Chacun doit se penser comme un capital humain à investir, gérer, rentabiliser. Il ne s'agit plus seulement de vendre sa propre force de travail, mais de se vendre soi-même en tant que marque, projet, entreprise. Eric Becker montre comment cette idéologie se diffuse dans tous les domaines. Éducation, santé, emploi, culture. Les étudiants doivent devenir proactifs, les patients responsables de leur santé, les chômeurs autonomes dans leur recherche d'emploi. Le marché devient le seul horizon d'évaluation des conduites. Il faut plaire, séduire, convaincre. Et pour cela, il faut se réformer en permanence, améliorer son image, sa communication, ses compétences. La vie entière devient un travail. Mais ce qui rend cette idéologie particulièrement efficace, c'est qu'elle ne se présente pas comme une obligation. Elle se donne comme une promesse, une opportunité, un appel à la liberté. Deviens ton propre patron, fais ce que tu aimes, réussis par toi-même. Autant de slogans qui masquent la violence réelle de l'environnement économique et qui, adossés aux autres mécaniques de domination qui les sous-tendent, deviennent souvent « sois un vrai homme »,« comporte-toi comme une femme »,« sois plus propre sur toi, ne fais pas autant banlieusard ». Dans les faits, l'autonomie vantée par l'esprit entrepreneurial est une autonomie sous contrainte, une autonomie vidée de toute protection. Becker insiste sur le caractère profondément genré et racialisé de cette idéologie. Les femmes, les personnes racisées, les migrants sont souvent exclus des formes classiques de l'entrepreneuriat. Mais ils sont fortement ciblés par des programmes d'autonomisation, d'empowerment, qui reposent en réalité sur le même logiciel idéologique. Responsabiliser l'individu pour éviter de remettre en cause la structure et naturaliser le fonctionnement de l'entreprise pour faciliter sa capacité à nous exploiter. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont cette idéologie s'articule à la racisation. Explorer les raisons pour lesquelles elle pénètre aussi bien dans les communautés racisées. Car chez nous, l'esprit entrepreneurial ne se contente pas de remplacer l'emploi stable par l'auto-entrepreneuriat.
Il s'appuie sur une histoire longue, celle de l'esclavage, du travail forcé, de l'assignation subalterne. Il reconfigure des héritages historiques pour les adapter aux normes contemporaines de performance, d'optimisation et de dépassement de soi. Il se nourrit des inégalités existantes pour imposer une forme d'auto-exploitation consentie. À travers 3 volets, nous allons analyser comment cette idéologie s'est imposée dans les communautés racisées. D'abord, en revenant sur l'économie politique du travail subalterne, en nous appuyant sur l'analyse de Claudia Jones, femme noire trinidadienne, militante et intellectuelle communiste, dont la réflexion est fondamentale dans l'articulation de la classe avec la race et le genre. Ensuite, en montrant comment la précarité organisée favorise l'adhésion à cette éthique entrepreneuriale, en particulier dans les contextes marqués par le néolibéralisme, les discours religieux et la dépolitisation des luttes. Enfin, en proposant une critique globale de ce modèle, en montrant comment il fragilise les solidarités, isole les individus et infiltre jusqu'à nos rapports au corps, au sport et à la masculinité. Comprendre la différence de niveau d'adhésion à l'éthique entrepreneuriale des groupes racisés contrairement aux groupes blancs suppose de partir non pas d'une psychologie individuelle des différents groupes, la mentalité n'est pas ce qui crée les entrepreneurs ou la réussite entre guillemets, mais d'une histoire matérielle du travail, et en particulier de son organisation raciale et genrée. Ce que révèle l'analyse de Claudia Jones, militante marxiste, noire, née à Trinidad et membre du Parti communiste des États-Unis, c'est que le racisme ne peut être pensé séparément de l'économie. Le racisme structure la division du travail. Il est fonctionnel au capitalisme. Il ne s'agit pas d'un résidu culturel ou d'un accident moral. C'est une stratégie historique d'exploitation. Dès les années 40, Claudia Jones développe une critique frontale de la gauche blanche américaine qui ignore les rapports entre race, genre et classe. Dans son célèbre article « An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman », paru en 1949, elle forge une théorie pionnière de ce qui sera nommé, 40 ans plus tard, l'intersectionnalité. Elle y montre que les femmes noires sont à la croisée des oppressions. Elles sont exploitées comme travailleuses, dominées comme femmes et discriminées comme noires. Cette triple oppression n'est pas additionnelle. Elle est structurellement intégrée à l'économie politique du capitalisme racial. Dans son analyse, le travail domestique est central. Cette position n'est pas anodine, elle est due à la vie même de Claudia Jones, qui était elle-même travailleuse domestique quand elle vivait aux États-Unis, mais aussi et surtout parce que le travail domestique marchand est renvoyé vers les femmes noires pour des raisons de structuration sociale du prestige lié à certaines activités. Le travail domestique est naturalisé comme étant féminin et de ce fait dégradé, toujours rejeté sur l'échelon inférieur de la société, et mécaniquement assigné aux groupes les plus vulnérables quand il devient marchand. Cette intersection entre manque de prestige et qualité féminine du travail domestique fait que le travail domestique marchand est globalement réservé aux femmes noires. Les travailleuses noires se retrouvent donc dans des situations d'emploi précaires informelles, sans protection syndicale, sans contrat, sans droit. Leur travail est invisible, naturalisé, dévalorisé. Pourtant, il est absolument vital à la reproduction de la force de travail blanche. Jones dit de ces femmes qu'elles sont les mules de la société, reprenant l'expression de Zora Neale Hurston, militante et intellectuelle noire de la fin du XIXe siècle. Elles portent le fardeau de l'économie sans reconnaissance. Ce sont elles qui nettoient, nourrissent, soignent, et souvent tout cela dans des conditions de servitude déguisées.
Le capitalisme moderne, loin d'avoir rompu avec l'esclavage, en a reconduit les formes sous des modalités nouvelles. Déplacement géographique, absence de protection sociale et racialisation culturelle. Sven Beckert, dans son ouvrage Empire of Cotton, rajoute à cette analyse en prenant un cadre d'analyse mondial. Il souligne que le capitalisme global s'est construit historiquement sur une hiérarchisation raciale du travail. Loin d'être un système fondé sur l'échange libre entre égaux, le capitalisme industriel a été dès le départ inséparable de la violence coloniale. Beckert retrace comment le développement de l'industrie textile en Angleterre et en Europe n'aurait pas été possible sans l'exploitation massive des esclaves dans les plantations de coton américaines. Entre 1780 et 1860, la production de coton explose dans le sud des États-Unis, alimentée par le travail forcé de millions d'esclaves noirs. Ce coton brut est ensuite transformé dans les usines du Lancashire, du nord de la France ou de la Belgique, créant une chaîne de valeur mondiale où la brutalité coloniale permet la rentabilité industrielle. Beckert parle de war capitalism, un capitalisme de guerre, pour désigner ce régime fondé sur la conquête, la dépossession et la terreur. Ce modèle ne disparaît pas avec l'abolition, il se transforme. Dans les colonies, les anciens esclaves sont souvent reconduits dans des régimes de travail contraints, sous contrat ou sous dépendance économique. Dans les métropoles, les populations immigrées, irlandais, italiens, africains, asiatiques, sont progressivement intégrées dans des segments subalternes du marché du travail. La couleur de peau, l'origine ethnique, le genre deviennent des critères implicites de répartition des tâches, des statuts et des salaires. Claudia Jones analyse cette hiérarchie comme un outil de division du prolétariat. En segmentant le marché du travail, selon la race et le sexe, le capitalisme empêche la formation d'une conscience de classe unifiée. Il entretient la concurrence entre travailleurs, attise les tensions raciales et rend difficile l'organisation collective. La femme noire, placée tout en bas de cette hiérarchie, devient ainsi la figure paradigmatique du travailleur super exploité. Là encore, l'exemple du travail domestique est particulièrement éclairant. Jones souligne qu'il ne s'agit pas d'un résidu du mode de production archaïque en langage marxiste, mais d'un pilier de l'économie moderne. Même dans les années 1940, une grande majorité des femmes noires aux États-Unis travaillent comme domestiques. Ce travail est considéré comme naturel pour elles. Il est mal payé, souvent payé en nature, parfois même imposé à des adolescentes sans contrat formel. Il est hors champ syndical, hors champ statistique, hors champ politique. Il est, pour reprendre les mots de Jones, le travail que personne ne veut faire et que la société rend invisible. Ce que montre cette analyse, c'est que l'assignation raciale au travail subalterne est une construction historique et la condition matérielle pour laquelle la racisation prend un sens réel. Le fait d'être rejeté vers ce travail que personne ne veut faire ou d'être au risque de l'être est, in fine, la seule définition stable d'être noir que produit la société capitaliste raciale. Cette réalité est produite activement par des politiques publiques, des pratiques patronales et des normes culturelles. Elle repose sur des récits qui naturalisent l'infériorité. Les Noirs sont faits pour le travail physique. Les femmes aiment s'occuper des autres. Les migrants acceptent ce que les locaux refusent. Ces récits justifient la précarité. Ils empêchent de penser l'injustice comme une conséquence de l'organisation sociale. Sven Beckert abonde dans ce sens lorsqu'il montre que le capitalisme du XIXe siècle n'a cessé d'externaliser ses coûts sur des populations racisées. Esclaves, paysans indiens, travailleurs forcés africains. L'industrialisation européenne, souvent présentée comme un progrès autonome, repose en réalité sur une mondialisation violente. Et cette logique d'externalisation se prolonge aujourd'hui sous d'autres formes. Sous-traitance, informalisation, ubérisation. Le war capitalism devient neoliberal capitalism, mais la structure reste la même. L'exemple guadeloupéen est particulièrement parlant à cet égard. L'esclave fut transformé en métayer après l'abolition. Plutôt que de devenir salarié des habitations, le plus souvent celles où ils étaient détenus avant l'abolition,
Ils obtenaient un statut de planteur indépendant, entre guillemets, devant un loyer à la plantation pour le lopin de terre qu'ils louaient pour pouvoir faire pousser de la canne. Loyer qu'ils ne pourraient payer qu'en vendant leur canne, parfois avec obligation exclusive à l'habitation, puis plus tard à l'usine. Ce statut fait miroir à la réalité que la Guadeloupe est aujourd'hui le département français avec le plus d'entreprises créées par habitant, mais aussi celles qui ont le revenu moyen le plus faible. Dans la même veine, Claudia Jones, aux expériences bien plus proches de cette époque charnière dans la Caraïbe, où le travail devient libre, entre guillemets, nous invite à ne pas être dupes de ces évolutions. Ce n'est pas parce qu'un travail est libre qu'il est juste. Ce n'est pas parce qu'une femme noire choisit de devenir aide à domicile qu'elle le fait en dehors de toute contrainte. La liberté formelle masque souvent une dépendance matérielle. Et c'est justement sur cette ambiguïté que va s'appuyer l'éthique entrepreneuriale en transformant une position structurelle en défi personnel. Car une fois cette hiérarchie naturalisée, il devient possible de dire que les personnes racisées doivent s'en sortir par elles-mêmes, qu'il leur faut faire preuve de mérite, de volonté, d'initiative, qu'elles doivent se lancer, prendre leur destin en main, créer leur propre emploi, et surtout travailler beaucoup, travailler plus. Ce discours, qui semble valorisant, est en réalité un déni de structure. Il refuse de voir que la position d'infériorité est construite par des siècles de domination raciale et genrée. La précarité racialisée n'est pas un terrain neutre. Elle est un terreau fertile pour l'individualisme entrepreneurial. Ainsi nous vient une nouvelle question. Comment cette précarisation historique, quand elle ne suscite pas de réponse collective, est de plus en plus reconfigurée comme une opportunité individuelle sous l'effet conjugué du néolibéralisme, du discours religieux et de l'abandon des institutions. Ce que montre la trajectoire historique du capitalisme, c'est que la précarité n'est pas un accident du système. Elle est l'un de ses moteurs fondamentaux. Dans le contexte néolibéral contemporain, cette précarité est renversée idéologiquement et devient le levier même de la subjectivation entrepreneuriale. Plus les protections collectives s'effondrent, plus on attend des individus qu'ils se prennent en main. Ce mécanisme est particulièrement puissant dans les communautés racisées et précarisées où les injonctions à créer son propre emploi rencontrent un terreau social façonné par la domination coloniale, l'exclusion économique et la désaffiliation institutionnelle. Eric Baker, dans Make Your Own Job, montre que l'éthique entrepreneuriale s'impose historiquement à mesure que l'emploi stable devient une exception. Aux États-Unis, dès les années 1970, le plein emploi est abandonné comme objectif macroéconomique. Les syndicats perdent du terrain, les emplois se flexibilisent, les protections sociales sont réduites. L'État se retire du champ de la solidarité et les dispositifs de soutien deviennent conditionnels, fragmentés, voire culpabilisants. L'aide sociale est reconfigurée comme une menace morale, un piège à dépendance, plutôt que comme un droit. Elle est, dans le même temps, racialisée, présentée comme étant au service des communautés non blanches en priorité dans un stigmate négatif. Celui-ci pousse les Blancs à construire une identité qui entonne que, pour se préserver de la submersion raciale, il faut rejeter le développement de ces programmes d'aide, et les non-blancs à considérer que les personnes qui en profitent sont responsables de la situation négative de tout le groupe. Dans ce vide institutionnel, un nouveau récit émerge, celui de l'autoresponsabilisation. L'individu n'est plus un travailleur exploité, mais un entrepreneur potentiel. On ne lui doit plus un salaire, mais une chance. On ne garantit plus un poste, mais une opportunité. Ce glissement, souligne Baker, ne concerne pas seulement les politiques publiques. Il traverse aussi les discours religieux, médiatiques, éducatifs. Il devient un langage moral diffus qui pénètre les subjectivités jusque dans leurs replis les plus intimes. Dans les communautés racisées, ce discours prend une forme spécifique.
parce que l'histoire y a creusé une défiance profonde envers les institutions publiques, parce que les conditions de vie y sont marquées par la violence sociale, parce que les expériences de travail y sont souvent informelles et précaires. L'appel à devenir son propre patron rencontre une résonance singulière. Il ne s'agit pas d'un simple slogan marketing, c'est une promesse de dignité, d'autonomie, de respect, à travers une forme de travail que les personnes racisées connaissent déjà, mais sans dignité, et qu'ils perçoivent comme étant au service de quelqu'un d'autre. Mais cette promesse est piégée, car comme le montrent à la fois Becker et Claudia Jones, les formes d'entrepreneuriat auxquelles accèdent les populations racisées ne sont pas celles du capital risque ou de la start-up tech. Ce sont des formes de micro-entrepreneuriat précaires, souvent sans capital de départ, sans filet de sécurité, sans protection juridique. Il s'agit d'auto-exploitation déguisée en libération. On pense ici à la vendeuse à domicile, au chauffeur d'Uber, à la coiffeuse informelle, aux vendeurs de street food, autant de figures du travailleur indépendant qui masquent en réalité une perte massive de droits. Dans ce contexte, l'idéologie entrepreneuriale est relayée activement par des acteurs intermédiaires. Certaines institutions religieuses, des leaders communautaires, des figures médiatiques. Eric Becker rappelle le rôle historique joué par des mouvements comme le New Thought, mais aussi par des formes évangéliques plus contemporaines, qui insistent sur la prospérité individuelle comme signe de foi, de réussite spirituelle. Le succès matériel devient la preuve d'une élévation morale. La pauvreté, au contraire, est perçue comme un défaut de volonté ou de croyance. Ce discours est d'autant plus puissant qu'il s'inscrit dans une tradition de survie. Dans les communautés façonnées par la colonisation ou l'immigration, la figure du petit commerce, du débrouillard, de l'auto-employé a longtemps été un moyen de résister à l'exclusion des marchés de travail formels. Il y a donc une mémoire collective de l'autonomie économique, une valorisation de l'initiative. Mais cette histoire est réécrite par l'idéologie néolibérale. Ce qui relevait de la résistance devient un modèle universel. Ce qui était une stratégie face à l'injustice devient une norme présentée comme émancipatrice. Le problème, comme le souligne Becker, c'est que cette norme naturalise les inégalités structurelles. Elle fait peser sur l'individu l'entière responsabilité de sa réussite. Si tu n'as pas d'emploi, c'est que tu ne t'es pas assez battu. Si ton entreprise échoue, c'est que tu n'as pas assez cru en toi. Le travail devient un test de valeur morale. Et la précarité, au lieu de susciter une critique du système, devient une épreuve personnelle à surmonter. Claudia Jones, déjà dans les années 40, dénonçait cette logique d'inversion morale. Dans son analyse du travail domestique, elle montrait comment le fait d'être assigné à des tâches invisibles et précaires est ensuite réinterprété comme un choix personnel. On dira que les femmes noires sont naturellement douées pour le soin, pour l'écoute, pour l'endurance. On oublie que ces rôles leur sont imposés, souvent dès l'enfance, à travers la socialisation, les attentes familiales et les contraintes économiques. Dans les années 2000-2020, cette logique s'étend à tous les secteurs précarisés. On parle de passion economy pour désigner le travail des influenceuses, par exemple, des créateurs de contenu, et d'une manière générale, de tout le travail artistique réalisé en freelance. On présente l'absence de contrat comme une liberté, la non-syndicalisation comme un choix, l'hyperdisponibilité comme une opportunité. Les populations racisées, déjà surreprésentées dans les métiers du soin, du nettoyage, du transport ou de la livraison, sont ainsi recyclées dans de nouvelles formes d'exploitation morale. Cette reconfiguration est soutenue par des programmes d'inclusion économique ciblant les minorités, notamment des quartiers populaires. Ces programmes, parfois bien intentionnés, reposent sur une vision étroite de l'émancipation. Il faut former à l'entrepreneuriat, donner les clés du succès, valoriser les talents cachés. Mais ce qu'ils oublient, c'est que sans transformation structurelle, accès au crédit, garantie sociale, régulation des plateformes, ces injonctions produisent un entrepreneuriat de survie et non un entrepreneuriat d'émancipation. Becker insiste sur le caractère épuisant de cette norme. L'esprit entrepreneurial, loin de libérer, épuise les individus. Il exige un investissement total, temps, énergie, émotion. Il interdit le repos, la fragilité, la dépendance.
Il fait de la performance une nécessité permanente. Et dans les communautés racisées, cette pression est redoublée par le regard social. Il faut prouver sa valeur, démontrer son mérite, sortir du lot. Toute pause devient une trahison, toute critique, une faiblesse. Et puis, il me semble important de souligner à quel point cette dynamique s'articule à des discours masculinistes et virilistes, qui trouvent une audience particulière chez certains jeunes hommes racisés. Le modèle du self-made man, de celui qui a charbonné, de l'homme fort qui s'en sort seul, devient une réponse identitaire à la marginalisation. On valorise la réussite matérielle comme revanche sociale. Le capitalisme entrepreneurial offre ainsi une issue symbolique à ceux qui n'ont plus de reconnaissance institutionnelle. Mais cette issue est toxique. Elle isole, culpabilise et reproduit les rapports de domination qu'elle prétend dépasser. Au total, ce que cette deuxième partie que nous venons d'explorer nous montre, c'est que l'éthique entrepreneuriale n'est pas un outil neutre. C'est une idéologie qui trouve une emprise d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur des inégalités historiques. Et c'est précisément là que réside sa force. Elle recycle la domination en opportunité, la précarité en défi, l'exploitation en accomplissement. Dans la conclusion, nous verrons pourquoi il est urgent de déconstruire ce récit et comment penser au-delà de l'entrepreneuriat forcé, une véritable émancipation collective. Ce que nous avons exploré tout au long de ce podcast, c'est la manière dont l'éthique entrepreneuriale s'impose dans un contexte historique bien précis, celui d'un capitalisme en crise qui externalise ses risques et individualise ses responsabilités. Ce que l'on présente comme une libération, être son propre patron ou être responsable à outrance de son poste salarié, est en réalité une forme de reconfiguration de la domination, profondément marquée par l'histoire coloniale et esclavagiste et les cadres de la société patriarcale néolibérale. D'un côté, cette idéologie se construit dans les centres du capitalisme, aux États-Unis notamment, comme le montre Eric Baker dans Make Your Own Job, à partir des années 70, face à la fin du plein emploi et au désengagement de l'État, l'imaginaire du self-made man prend le relais de l'emploi stable. L'individu est sommé de gérer sa propre employabilité, de se vendre, de se former seul, de se battre. Le développement personnel devient une norme disciplinaire, le travail se spiritualise, il faut y croire, s'y donner, en faire une vocation. De l'autre, cette idéologie trouve un ancrage particulier dans les communautés racisées parce qu'elle réactive des dispositions forgées par des siècles d'oppression. L'esclavage, rappelle Sven Beckert dans Empire of Cotton, n'était pas simplement un régime de domination brutale. Il était aussi une fabrique de subjectivité laborieuse. Il imposait le travail comme une évidence morale, comme un destin. Les esclaves, et plus tard les ouvriers post-émancipation, ont été construits comme des corps faits pour travailler, pour produire, pour obéir. Cette culture de l'endurance, cette éthique de la tâche, s'est transmise de manière diffuse par la contrainte, mais aussi par les nécessités de survie. Claudia Jones montre, quant à elle, comment cette assignation s'est rejouée au XXe siècle, à travers le travail domestique. Les femmes noires, en particulier, ont été positionnées à l'intersection du racisme, du sexisme et de la division capitaliste du travail. On les a enfermées dans des rôles de service, de soins, de discrétion. On leur a demandé d'être utiles, loyales, résilientes. Et cette position, loin d'avoir disparu, perdure aujourd'hui dans les métiers du nettoyage, du care, de la vente précaire. L'éthique entrepreneuriale ne vient pas effacer cette histoire, elle la reformule dans les termes de la réussite individuelle. Et c'est là le cœur du problème. En individualisant la précarité, en transformant l'exploitation en défi personnel, l'éthique entrepreneuriale dépouille les travailleurs racisés de toute arme collective. Elle fait d'eux les seuls responsables de leur avenir. Elle rend la souffrance illégitime, puisqu'elle serait le symptôme d'un défaut de volonté.
Elle interdit la plainte, la solidarité, la politisation. À la place, elle propose un récit de compétition, d'excellence, de mérite. Mais ce récit est fondamentalement inégalitaire. Il exige des ressources, temps, argent, capital social, que beaucoup n'ont pas. Il repose sur une image virile de la réussite qui écarte les vulnérabilités, et il isole les individus dans un monde où chacun est en concurrence avec tous. Le self-made man est seul contre tous. Il ne demande rien, il ne doit rien, il réussit ou il échoue, et c'est à lui d'assumer. Dans les communautés racisées, ce modèle peut apparaître comme une revanche, comme une manière de sortir de l'humiliation, du mépris, de l'assignation. Il séduit par son apparente autonomie, par son langage de la maîtrise. C'est pourquoi certains discours virilistes, masculinistes et réactionnaires s'y greffent aisément. Ils promettent puissance, indépendance, contrôle, autant de ressources symboliques que le capitalisme racial glorifie en même temps qu'il les interdit aux plus vulnérables. Et ces discours passent d'autant plus facilement qu'ils utilisent les codes de l'éthique entrepreneuriale. Discipline, dépassement, optimisation. Ce glissement touche aussi le rapport au corps. Le sport, le fitness, l'esthétique deviennent des lieux de performance morale. Il ne s'agit pas seulement d'être en bonne santé, il faut être fort, affûté, rentable. Le corps devient capital. Chaque entraînement est un investissement. Chaque régime est un pari sur l'avenir. Là encore, l'idée de se gérer remplace celle de se défendre, de s'organiser, de résister collectivement. Face à cette offensive idéologique, il est urgent de réaffirmer une autre vision du travail, du soin, de la réussite. Il faut rappeler que le travail n'est pas un destin individuel, mais une organisation sociale, que ce que notre société nomme souvent échec n'est pas un vice, mais une conséquence de rapports de pouvoir. Que la précarité n'est pas un manque de motivation, mais une violence systémique. Il faut aussi repolitiser les imaginaires de la réussite, sortir de la fascination pour le self-made man, valoriser les trajectoires collectives, les luttes communes, les protections partagées. Il faut reconstruire des espaces où la solidarité n'est pas un luxe, mais un fondement. Et cela passe par une critique radicale de l'éthique entrepreneuriale dans tous ses aspects, parce qu'elle empêche de penser l'émancipation autrement qu'en solitaire. Pour revenir à la situation guadeloupéenne, l'une des impasses économiques actuelles du modèle entrepreneurial et du fait que les individus finissent simplement par créer leur propre emploi plutôt que de créer réellement quelque chose qui se voudrait être productif, entre guillemets, est entre autres la taille restreinte du marché et la réalité que la concurrence et la compétition ne peuvent pas y subsister. C'est en partie pour cela que les béquets peuvent conserver une position dominante aussi centralisée, tout simplement parce que ce ne serait pas efficace dans la majorité des cas de remplacer leur très gros groupement par une constellation d'entreprises individuelles en concurrence les unes avec les autres, mais qu'il y a sans doute quelque chose de plus réel et de plus réaliste à trouver dans la création de collectifs qui auraient la même portée et la même position unique sur le marché, mais qui ne seraient plus monopolistiques car les capitaux ne seraient plus concentrés dans les mains d'une seule caste. Si l'éthique entrepreneuriale peut autant façonner nos discours et notre perception de la réalité, c'est à cause des conditions matérielles qui rendent ces discours opérationnels. Les vulnérabilités de la vie et les stigmates qui y sont associés, qui donnent un air de crédibilité à ces discours. Tant que les institutions abandonnent, tant que le salariat se dérobe, tant que les discriminations bloquent les parcours, l'éthique entrepreneuriale apparaîtra comme un horizon constant pour les communautés vulnérables sous une forme ou une autre. Le capitalisme a besoin de justifier l'épuisement des masses qu'il provoque. L'éthique entrepreneuriale et les structures qui l'accompagnent ne sont que la forme actuelle d'un processus qui traverse l'histoire du capitalisme racial. Il faut donc reconstruire des alternatives,
des formes de travail délibérément solidaires, déconnectées du mythe du mérite. Des collectifs qui refusent la logique du chacun pour soi ou qui se concentrent sur le fait de constamment dépasser un objectif, le plus souvent un chiffre à atteindre. Un objectif dans une cagnotte, un nombre de subs, un nombre de livres vendus. Penser et agir hors du capitalisme racial nécessite le fait de s'émanciper de ce cadre au risque de simplement poser les bases d'une de ces énièmes configurations. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous aura plu. Les références évoquées dans le texte Make Your Own Job de Eric Baker, Left of Karl Marx de Carl Boyce Davies qui nous rapporte le travail de Claudia Jones et Empire of Cotton de Sven Beckert sont en description, accompagnés d'un lien vers leur fiche de lecture dans lapetitesociothèque.com pour celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité d'accéder aux livres en anglais ou simplement qui voudraient lire une version courte avant de se plonger dans la version longue. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne semaine, où que vous soyez, et Free Palestine, end settler colonialism, free all our people around the world.